Question d'islam par Al Bencheir. Aujourd'hui, nous parlerons du dialogue. Faire dialoguer l'Orient avec l'Occident, ce n'est pas nouveau, mais c'est l'approche qui est intéressante. Je le dis, je l'assume. L'approche est plus qu'intéressante, elle est érudite, elle est aussi novatrice, et ça se fait avec Cynthia Fleury, la philosophe. Elle est jeune, mais on mérite le titre qu'au soir de sa vie, mais Cynthia Fleury est philosophe d'ores et déjà, puisqu'elle dirige la chaire de philosophie à l'hôpital Hôtel-Dieu et professeure de philosophie politique à l'Université américaine de Paris. Cynthia Fleury, bonjour. Bonjour. Alors, vous reprenez en réalité un ouvrage déjà paru il y a une quinzaine d'années, peut-être un peu plus, un peu moins, et aux éditions du CNRS, qui était inspiré de vous demander de le réactualiser. Qu'est-ce que c'est que ces idées, encore une fois, d'un dialogue entre l'Orient et l'Occident? Et vous dites d'emblée qu'il ne s'agit pas de pôles géographiques, mais ce sont des pôles métaphysiques. Je m'inscrivais en fait directement dans l'héritage d'Henri Corbin, parce que j'avais fait ma thèse sur les foyers du platonisme, les foyers renaissants, et trois grands foyers, le foyer des platonismes de Perse, donc on va y revenir avec Sohrawardi notamment, les platoniciens de la Renaissance qu'on connaît généralement plus facilement, Marcille Ficin, Pic de la Mirandole, on y reviendra, et puis les platoniciens de Cambridge. Et avec cette idée, puisque c'était une thèse de philosophie, en l'occurrence même de métaphysique, pas du tout d'être, si vous voulez, attrapé par la contextualisation ou par le terrain. Bien évidemment, ça venait alimenter une réflexion, mais l'enjeu, c'était plutôt de voir est-ce qu'il y a des grands invariants entre l'Orient et l'Occident, et qu'est-ce qui peut dialoguer, même si les notions ne sont pas les mêmes? Qu'est-ce que l'on peut faire? Et c'est ça l'esprit de la Renaissance, hein, c'était vraiment d'aller attraper comme ça des notions qui ont l'air diamétralement opposées et qui en fait travaillent les mêmes interrogations, la question de la finitude, la question de l'infini, la question du rapport avec Dieu, le rapport entre l'intellect et la révélation, la question de la lumière, puisqu'en l'occurrence, en plus, la question de l'illumination ou de la théosophie de la lumière est quelque chose de très important chez Sohrawardi, chez Marcille Ficin aussi, la parenté, quelle parenté entre l'homme et le divin? Qu'est-ce que c'est est-ce que c'est une filiation? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est de l'ordre d'une disproportion? Est-ce que c'est de l'ordre d'une révélation, etc., etc. Bon. Et donc j'ai fait tout ce travail-là, et c'est vrai que quand j'ai découvert, par ailleurs, j'avais été l'élève de Christian Jambet. Et c'est très étonnant parce que Christian Jambet, quand il était en Cagne, c'était mon professeur de Cagne, parlait très très peu de ses ouvrages en fait. D'abord parce qu'il a une humilité qui le caractérise. Qui le caractérise est sans doute trop immense, parce que, hélas... nous n'en profitons pas. Exactement, voilà. Nous n'en profitons pas assez, et moi j'étais absolument... ça a été un professeur essentiel pour moi. Et j'ai découvert après... Lui-même, élève d'Henri Corbin, voilà. C'est dire votre filiation intellectuelle. Et il avait été vraiment le grand élève, notamment, il y en a eu d'autres, mais vraiment un des héritiers de cette pensée d'Henri Corbin. Et donc j'ai découvert plus tard, en revenant au travers de ma thèse, en fait, tous ces différents travaux, et je suis même allée régulièrement ensuite chez lui récupérer quelques volumes de la bibliothèque iranienne et des volumes qu'avait laissé Henri Corbin et qu'il lui avait laissé. Et donc voilà, donc tout d'un coup cette géographie métaphysique, cette cartographie de la raison, et notamment en plus chez Corbin de la notion d'imagination créatrice. Voilà, ça me paraissait mais tellement clair. Cynthia Fleury, c'est pour régler tout de suite une affaire de limites ou de frontières. D'aucuns disent que c'est impropre de parler d'islam et d'Occident comme deux entités qui entreraient ou en opposition, en dialogue, puisque qui dit Orient ne dit pas nécessairement islam, même si ça couvre ça, et que certains, et notamment
c'est pas pour faire inviter l'école pratique des hautes études ici, que le monothéisme abrahamique forme des sociétés savantes plutôt occidentales. Oui, alors là aussi, si vous voulez, l'approche de Corbin, elle est intéressante dans la mesure où Orient et Occident sont au même endroit quasiment. C'est-à-dire qu'en fait, ils traversent les êtres que nous sommes, d'abord au travers de nos vies, c'est-à-dire on est dans une sorte d'itinérance entre le début de sa vie et la fin de sa vie. On est dans une itinérance au début d'un savoir et à la fin d'un savoir, c'est-à-dire que soi-même, alors que l'on n'a pas bougé, mais par l'illumination de son savoir, par la qualité de son savoir, on va être plus ou moins dans une connaissance dite orientale, mais qui n'a rien à voir avec l'Est, l'Ouest, etc. C'est pour ça que ce sont des pôles métaphysiques. L'Orient, c'est ce qui se lève, et l'enjeu chez Corbin, c'est de voir où est-ce que l'esprit se lève. Et puis, moi, j'ai découvert Corbin, j'étais pas islamologue, j'avais fait péniblement 3 ans, voire 4 ans d'arabe en ramant désespérément. Donc c'était pas. Et puis en plus, bien évidemment, il y a une partie en plus de mon travail qui était en plus de toute façon en farsi, en langue perse, puisque tous les récits sont souvent plutôt avec cette langue-là, et les grands traités de philosophie plutôt en langue arabe. Donc de toute façon, l'enjeu n'était absolument pas d'être islamologue. Ce qui m'intéressait, c'était de voir, dans la question de l'esprit de la Renaissance, qu'est-ce que nous avons en partage, et comment la notion de lumière mohammadienne, par exemple, ou la notion de réalité mohammadienne, pouvait totalement inspirer un esprit de tout endroit, et comment ça venait raconter simplement l'histoire de l'esprit, l'histoire de la connaissance. Victor Hugo dit, voilà, il y a un patrimoine universel des intelligences, et moi j'étais absolument en peine de découvrir essentiellement toujours les mêmes auteurs. Et quand tout d'un coup, parce que ça s'est fait par là, grâce à Jean Bay, grâce à Amir Moedzi, grâce à Medeb, grâce à ces différents auteurs, j'ai pu découvrir, grâce à Henri Corbin bien sûr, Rouzbéhan, Sohrawardi, Molla Sadra, etc. D'un coup, c'était le monde. Mirdamad, son maître à lui. Mirdamad, c'était tout d'un coup un monde. C'est-à-dire qu'enfin le réel s'ouvrait. Et alors avec, bien évidemment, une approche pour certains qui était considérée non historiographique, ce qui était vrai d'ailleurs, non historiographique, non spécialiste. Alors donc il y a eu quelques moments un peu durs, mais je l'ai à la fois tenu, revendiqué, même si je m'en suis par la suite séparée. J'ai gardé aujourd'hui surtout la notion d'imagination vera, avec laquelle je travaille toujours, la notion d'imagination vraie, d'imagination cognitive, là, ce que Corbin appelait la carte imaginale de la raison. Mais en revanche, je me suis davantage éloignée, quoique il y a une réédition, et cette réédition nous amène, et puis en plus, voilà, c'était il y a 15 ans, et hélas, c'est aujourd'hui sensiblement la même chose, c'est-à-dire que nous revenons à cette idéologie très fictive aussi, et très essentialiste du choc des civilisations. Et là aussi, c'était un travail de déconstruction. Alors, je range mon frein pour ne pas vous interrompre, au risque d'anticiper à ce que vous pourriez dire tout à l'heure. En ce qui concerne l'Orient et l'Occident, qu'est-ce que c'est que cette notion d'aller vers son exil occidental ? Ça, c'est la grande notion qui est notamment aussi chez Sohrawardi. Et pour ceux qui ont envie de découvrir les travaux de Corbin, et qui ils sont parus notamment dans une collection qui est magnifique sur l'Orient intérieur chez Fayard, qui avait une grande tradition là aussi de publication de ce type de textes-là, d'islam soufi, d'islam ismaélien. Et puis bien évidemment, je pense au texte de l'archange empourpré. L'exil occidental, encore une fois, non dans on va le faire de façon assez ouverte, pas parce que c'est extrêmement compliqué, c'est d'une sophistication totale, donc je vais